C'est bon. C'est bon? Bonjour à tous, et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé «Tout sur le nouveau dispositif jeunes entreprises au pluriel» et vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc, je suis Adrien Lescarbora, manager chez Inextenso Innovation Croissance. J'encadre une équipe qui est spécialisée sur les sujets de fiscalité, de R&D et d'innovation, principalement sur les dispositifs crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et jeunes entreprises innovantes. Et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des sociétés de toute taille et tout secteur sur ces sujets-là. Donc, c'est en cette qualité de spécialiste que je vais vous faire la présentation aujourd'hui sur ce nouveau dispositif. Je serai épaulé de Véronique Collin, qui est notre experte en fiscalité de la R&D également, et qui a beaucoup d'années d'expérience, peut-être trop pour les compter, et qui m'aidera notamment à répondre à vos questions. Concernant les questions, nous, on va dérouler sans y répondre au fil de l'eau. Je vous invite à les poser sur le chat de conversation de Teams. Si une question vous intéresse, n'hésitez pas à y apposer un petit pouce et ça nous permettra de faire la sélection si on a trop de questions à la fin. On ne pourra pas tout répondre à toutes ces questions en séance, de faire notre sélection et de répondre à celles qui intéressent le plus de monde. L'objectif, c'est que la présentation dure 30-35 minutes maximum et qu'ensuite on consacre le temps qui nous restera aux réponses aux questions. En termes de plan, rapidement, on va commencer bien sûr par présenter notre société, Inextenso Innovation Croissance, qui nous sommes, ce que nous faisons. Ensuite, je vous ferai une présentation des dispositifs existants qui sont en application aujourd'hui, donc le dispositif Jeune Entreprise Innovant, le dispositif Connex qui est assez intéressant, IRPME, et quelques mots sur le crédit impôt recherche qui, vous le verrez, est lié assez étroitement aux jeunes entreprises innovantes. C'est en quelque sorte son cousin. Et une fois cet état des lieux sur l'existant fait, nous aborderons les évolutions en cours, évolutions fiscales, puisque au gré de la navette parlementaire actuelle sur le projet de loi de finances, il y a du remous au niveau du dispositif Jeune Entreprise Innovante et du dispositif IRPME. Et on va essayer de vous condenser tout ça de manière pas trop indigeste. Vous verrez que l'actualité est assez dense sur le sujet. Alors, Inextenso Innovation Croissance. Donc, nous avons vocation à accompagner la transformation et le développement de nos clients par l'innovation durable. Donc, nos clients sont tous les acteurs qu'on peut trouver dans l'écosystème R&D et innovation en France. Bien sûr, on a les entreprises, de la petite entreprise Startup Scale-up jusqu'au grand groupe. Donc, on a mis en gras Startup Scale-up parce que, en théorie, si vous vous intéressez au dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, vous êtes plutôt dans cette catégorie. Parmi nos clients, on trouve aussi des organismes publics, des centres de recherche, des laboratoires, des écoles. Notre action s'organise autour de 3 métiers principaux. Donc, le premier, c'est le soutien de l'innovation. On intervient auprès de nos clients sur des prestations de conseil en stratégie, management, marketing de l'innovation de manière assez large. Le deuxième métier, c'est sur l'accélération du développement durable. On peut accompagner, par exemple, faire une présentation rapide des sociétés sur leur stratégie RSE. On apporte du conseil, des outils de pilotage, du suivi. On peut aussi faire des bilans carbone de sociétés, de projets en particulier. Donc, on intervient sur beaucoup de sujets. Et enfin, et c'est le métier qui nous intéressera le plus aujourd'hui, sur l'apport de solutions de financement. Donc, on a les financements directs qui correspondent à des aides et subventions. On accompagne tout type d'organismes à l'obtention de ces fameux financements directs, généralement auprès d'organismes publics, locaux, régionaux, étatiques, voire européens. Et les financements qu'on qualifierait plutôt d'indirects, qui correspondent à la fiscalité de l'innovation et de la R&D, principalement au travers des dispositifs Jeunes Entreprises Innovantes, qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui, et crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, et d'autres peut-être moins usités encore aujourd'hui. En termes de métriques, donc notre cabinet est une filiale du groupe Inextenso, qui est assez connu puisque c'est le leader indépendant de l'expertise comptable en France, avec plus de 6000 collaborateurs, et Inextenso Innovation Croissance compte 110 experts qui sont répartis assez équitablement sur l'ensemble du territoire national au travers de 7 bureaux implantés dans nos régions. On accompagne en moyenne 1000 projets innovants chaque année pour les aider à obtenir
des financements avec un taux de succès au-delà de 50%. Et nous sommes implantés en termes de réseau, bien sûr, au-delà de nos clients, via des partenariats avec des structures et des programmes de transfert européens. Donc, on retrouve tous les organismes dont je vous parlais tout à l'heure, les écoles, les pôles de compétitivité, les clusters d'entreprise. On est vraiment, et on y tient, positionné au cœur de la R&D et de l'innovation en France. Passer notre présentation, je vous propose d'attaquer, passer dans le vif du sujet. Donc, quel dispositif actuel pour les startups et PME innovantes? Donc, on va partir de l'existant et avant de se projeter sur le futur. Donc, voici un état des lieux assez général. Je rentrerai dans le détail dans les slides suivantes. Donc, le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, c'est un dispositif qui est réservé aux jeunes entreprises, donc les entreprises récentes qui ont jusqu'à 8 ans. 11 ans, dans certains cas très spécifiques sur lesquels je reviendrai, et qui investissent dans la R&D. Donc ça, c'est le premier point qui est très intéressant et qu'il faut garder en tête. Les jeunes entreprises innovantes doivent investir dans la R&D. Donc on a une contradiction avec les dispositifs crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, si vous les connaissez, puisque en théorie, une jeune entreprise innovante peut déclarer du crédit impôt recherche parce qu'elle fait de la R&D, mais pas du crédit impôt innovation, en tout cas pas directement euh, sur les mêmes projets valorisés. Donc le vrai terme, ça devrait être jeune entreprise R&D, mais ça va faire 20 ans que le dispositif existe, qui s'appelle jeune entreprise innovante, qui a gagné sa notoriété comme ça. Donc le nom, avec le mot innovant, ne risque pas de changer. Il octroie, et ça je reviendrai bien sûr plus en détail dessus, des avantages fiscaux et sociaux, et c'est là le réel intérêt du dispositif aujourd'hui, jusqu'à 8 ans, avec un budget annuel de 263 millions d'euros au niveau de l'État, donc 263 millions d'euros d'aide auprès de ces jeunes entreprises. Donc il est borné dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas pérennisé encore dans la législation. On a une deadline qui est bien sûr repoussée de 3 ans, tous les 3 ans environ, mais jusque-là, on sait qu'on aura toujours cette incertitude. Même dans le projet de loi de finances actuel, on a une échéance à fin 2028. Il est bien sûr cumulable avec le crédit impôt recherche et les aides à l'innovation. Et il faut avoir en tête que le volet fiscal, donc les aides fiscales sur lesquelles je reviendrai, sont soumises à la règle des minimis. Donc les minimis, c'est issu de la réglementation européenne qui plafonne certains types d'aides, donc en cumulé à 200 000 euros sur 3 années glissantes. Donc, si vous voulez activer le dispositif GEI, profiter des exonérations, bien sûr, nous vous recommandons, et si vous souhaitez être aidé là-dessus, nous sommes là, de bien vérifier les autres aides auxquelles vous avez pu prétendre et que vous avez pu obtenir, et ainsi vérifier que vous êtes en dessous du plafond des minimums. Donc le dispositif GEI, c'est un dispositif qu'on peut activer soi-même. On peut s'autoproclamer GEI. On n'a pas besoin de demander la permission à l'administration fiscale, par exemple. Et ainsi, on peut appliquer soi-même les exonérations auxquelles peut prétendre une jeune entreprise innovante. En revanche, on recommandera toujours de déposer un dossier de rescrit fiscal. Donc, c'est un dossier dans lequel on vient démontrer qu'on respecte les critères de la GEI et qu'on mène des projets de R&D et qu'on soumet à l'administration, qui est censée nous répondre sous 3 mois. Au-delà, il y a une tacite validation du dossier. Et ce faisant, vous avez une certitude sur votre éligibilité à ces exonérations. Ça vous évite de rembourser de l'argent qui a probablement été dépensé, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, la trésorerie dans les jeunes entreprises, avec bien sûr des intérêts de retard. Donc le maximum, la deadline pour déposer ce rescrit fiscal, c'est le dépôt de l'alias. Donc on vous recommande de vous y prendre au moins 3 mois avant, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le délai maximum de retour, et même peut-être 6 mois avant, parce qu'en général, quand l'administration n'a pas réussi à traiter en 3 mois votre dossier, elle ne se gêne pas pour vous demander des compléments un jour avant l'échéance, ce qui relance, puisque ils apprécient les 3 mois à partir de la réception du dossier complet. Le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes gagne en succès et en popularité d'année en année, entre 2024 et 2022, il est passé de 1130 déclarants à 4608. Donc l'intérêt a quadruplé. Et les dépenses valorisées correspondent à 20 000 emplois R&D et plus de 1 milliard 500 millions d'euros de dépenses. Bon, je reviens, je vous citerai pas toujours les articles
les décrets, les bulletins officiels des impôts desquels on tire nos sources. Par contre, c'est bien précisé en bas à droite de chaque slide. Alors, les critères d'éligibilité jeunes entreprises innovantes. On en a 5, c'est un nombre de 5, ils sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut respecter les 5 pour pouvoir s'autoproclamer jeune entreprise innovante ou déposer une demande de rescrit. Donc le premier, votre société doit être une PME au sens communautaire. Donc on a des critères qui sont bien définis dans la réglementation. La société doit compter moins de 250 salariés et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. On a aussi des conditions de détention capitalistique, c'est-à-dire que si vous êtes détenu pour une partie importante, par exemple par un groupe qui n'est pas PME, il y a un calcul à réaliser pour vérifier que la quote-part multipliée par leur personnel, par exemple, ou leur chiffre d'affaires ne vous fait pas passer au-delà des seuils. Donc, sur ces sujets-là, qui peuvent être assez difficiles à appréhender, bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner si vous avez des questions. Le deuxième, c'est la condition de l'âge, bien sûr, puisque dans JEI, il y a jeune. Donc, la société doit avoir moins de 8 ans, moins de 11 ans dans certains cas très précis pour l'instant. Et, le troisième, c'est le seuil de dépenses R&D. Je vous en parlais, la jeune entreprise innovante, pour pouvoir se déclarer JEI, doit avoir un minimum d'activité R&D. Les dépenses R&D qu'on vient valoriser, c'est exactement les mêmes que celles déclarées dans le crédit impôt recherche. Donc, à part des cas très atypiques, très spécifiques, si vous déclarez, si vous utilisez le dispositif JEI, vous êtes normalement en mesure de déclarer du crédit impôt recherche à côté. Et la R&D, la définition de la R&D utilisée par le GEI, c'est celle du CIR. C'est pour ça que dans les 2 slides suivantes, je vais présenter le crédit impôt recherche assez rapidement parce que ils sont intrinsèquement liés et on ne peut pas comprendre le dispositif GEI sans comprendre le dispositif CIR. Le quatrième critère, c'est la condition de détention du capital. Donc, votre société doit être indépendante et être détenue à au moins 50% par les personnes physiques, d'autres GEI, associations ou fondations, établissements de RE et structures d'investissement. Et le cinquième, la condition de création. Elle doit être réellement nouvelle. On entend souvent parler du terme ex nihilo dans ce cas de figure, c'est-à-dire que la société ne doit pas être une extension d'activité, ne doit pas être issue d'une reprise totale ou partielle d'actifs, ne doit pas être une restructuration, etc. Donc si vous respectez ces 5 critères, vous pouvez prétendre au statut JEI. Le crédit impôt recherche, je vous en parlais. Le crédit impôt recherche s'appuie sur une définition de la R&D qui est reprise pour le calcul des 15% de dépenses R&D. C'est important de le savoir. Donc, cette définition, c'est pas une définition universelle puisqu'il n'y en a pas, mais c'est celle qui est donnée par le manuel de Frascati, qui est publié par l'OCDE, dont la dernière mouture date de 2015. Donc, dans ce manuel, sont définis 3 catégories de R&D éligibles. Donc, on retrouve tout ce qu'il y a dans le R de la R&D, la recherche. Donc ça, c'est assez facile d'approche puisque la recherche est toujours éligible au crédit impôt recherche. Euh, c'est sous-catégorisé en 2 types de recherche éligibles. Donc on a la recherche fondamentale qui est très amont, qui en général, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est de la R&D. On travaille sur des phénomènes, on essaie d'élaborer, de définir des nouvelles lois, etc. Ça se passe plutôt dans les organismes publics qui font progresser la science et ça donne pas lieu à des connaissances qu'on va verrouiller ou qu'on va vendre, mais plutôt à des connaissances qu'on va partager au travers de publications. Et on réfléchit pas du tout à ce stade à des applications pratiques. C'est plutôt l'objectif de la recherche appliquée qui est légèrement en aval de la recherche fondamentale. On prend les résultats de recherche fondamentale et on réfléchit à ce qu'on peut en faire dans la pratique. Et on va regarder un peu la faisabilité, preuve de concept, mais on n'ira jamais jusqu'au marché à ce niveau-là. Il n'y aura pas un réel développement. Donc le R, toujours éligible. C'est pour le D que ça se complique. Donc, le développement n'est pas toujours éligible crédit impôt recherche. Le développement, selon la définition du manuel de Frascati, ne relève pas toujours de la R&D. Donc, on a d'un côté le développement expérimental qui est éligible, crédit impôt recherche, et de l'autre, on a le développement classique qui ne l'est pas. Alors, comment on trace la frontière? Elle n'est pas toujours très nette, hein, je vous l'assure, et même dans le manuel de Frascati, qui fait plusieurs centaines de pages, on n'arrive pas à avoir les réponses à toutes nos questions, mais il a le mérite de définir 5 critères d'éligibilité qui nous permettent de catégoriser le développement en développement expérimental qui est éligible au CIR. Donc, ces critères, on a d'abord l'aspect de la nouveauté, c'est-à-dire que le développement qu'on mène doit viser une nouveauté vis-à-vis de l'état de l'art mondial existant.
Et l'état de l'art mondial existant, c'est toute la connaissance qui est accessible, au travers des brevets, des articles, des conférences, des travaux de thèse, etc. Donc tout ce que vous pouvez aller récupérer comme information, comme connaissance, c'est l'état de l'art mondial. Et si toute cette connaissance théorique accessible ne vous permet pas d'aller à l'objectif qui est visé, vous allez devoir dépasser l'existant, réaliser une innovation qui peut être une rupture, ça c'est le cas facile, ou développer quelque chose de complètement nouveau, ou une amélioration incrémentale. Donc on doit démontrer que l'amélioration elle est quand même substantielle. Et là, on arrive à défendre le critère de créativité, qui est plutôt autour des hypothèses nouvelles, de concepts originaux à développer. Ce développement doit s'accompagner, et c'est ce qu'il y a derrière le critère de nouveauté, de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que la théorie vous a pas permis d'atteindre votre objectif. C'est pour ça que le terme expérimental, il est intéressant, puisque si la théorie ne permet pas d'atteindre l'objectif, vous allez être contraint de mener une phase expérimentale en théorie pour confirmer les hypothèses prises. Donc ça, c'est plutôt la nouveauté. On cherche à le faire mieux, aller plus loin que l'existant. Deuxième critère qui est quelque part la pierre angulaire du caractère R&D d'un projet, c'est l'incertitude technique. Donc non seulement on veut faire quelque chose de nouveau, mais pour aller chercher cette nouveauté, techniquement parlant, ça doit être complexe. Si c'est pas complexe, on sera plutôt dans l'innovation. Si c'est difficile techniquement parlant, si on a des verrous techniques, technologiques qu'on va devoir lever, et si au début, on sait qu'avec les connaissances actuelles, on n'est pas en capacité de le faire, on doit absolument mener des phases expérimentales, etc., pour y arriver. Là, on commence à être dans de la R&D. Et le terme incertitude est intéressant, parce que du fait de ces difficultés, de la nouveauté qui dépasse la connaissance, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc, si vous avez de l'incertitude sur votre projet de développement, l'incertitude technique, et qu'en plus vous visez une nouveauté d'existence, ce qui est souvent le cas, là, on est sur un projet R&D. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, ça, c'est bien sûr ce qui nous permet, au niveau du projet, de définir s'il relève du développement expérimental ou du développement classique. Développement classique, c'est plutôt un développement où le plus dur, c'est peut-être d'avoir l'idée, on a l'objectif, mais ensuite on sait qu'une personne normalement formée, avec ses connaissances, qui a fait la bonne école, etc., elle va y arriver. Elle n'aura pas besoin d'aller développer des nouvelles connaissances qu'on ne trouve nulle part. Elle va y arriver. Ce sera peut-être plutôt des contraintes de moyens, besoin de temps, besoin d'argent. In fine, ce qui sera développé ne nécessitera pas un dépassement de l'état de l'art en termes de connaissances, en termes de progrès techniques réalisés, et les incertitudes ne seront pas techniques. Voilà. On a deux autres critères qui sont plus anecdotiques, puisque moins liés au projet directement, le systématique. Donc, en gros, votre projet doit s'inscrire dans une démarche structurée, systématique R&D dans la société. Vous devez avoir une roadmap R&D, vous devez avoir des moyens de mener des projets R&D, matériaux et humains, matériels et humains. Et caractère transférable, reproductible, quelque part, ça impose une nécessaire consignation des résultats. C'est-à-dire que si vous menez un projet qui nécessite de nouvelles connaissances, vous arrivez au résultat escompté, mais qu'in fine, vous êtes incapable, par exemple 5 ans plus tard, de transférer les résultats de ce projet ou de les réexploiter, parce que vous les avez annotés nulle part. La- le crédit d'impôt recherche, dans le dispositif, on considère que vous n'avez pas fait progresser la science. Donc, vous l'avez fait temporairement, mais finalement, on ne pourra jamais exploiter ces résultats. Donc, c'est plutôt du bon sens. Donc, en résumé, parce que ça, c'est fondamental, si vous avez de la R&D, vous pouvez déclarer le crédit impôt recherche, et c'est aussi ce qui vous permettra d'aller chercher les 15% de dépenses R&D pour être éligible aux jeunes entreprises innovantes. Et la R&D, c'est de l'activité qui vise de la nouveauté et qui s'accompagne de difficultés techniques. En termes de dépenses éligibles, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le crédit impôt recherche? Donc, le poste de dépense numéro un, c'est le personnel. Donc, en moyenne, en France, c'est les trois quarts des dépenses valorisées dans le crédit d'impôt recherche, selon les chiffres du ministère. Donc, toutes les heures passées, tout multiplié par les taux horaires des personnes. Dans les autres postes, derrière, les deux seconds qui sont moins prépondérants, mais qui restent assez intéressants, on a le matériel. Donc, on peut prendre une quote-part des dotations aux amortissements des immobilisations utilisées dans le cadre des projets R&D. Donc, tout matériel amorti, finalement, on arrive à en récupérer une partie. La prestation, si vous travaillez avec des sous-traitants qui disposent de l'agrément CIR, et ça rentre, bien sûr. Jeune docteur, donc ça, c'est un dispositif dans le dispositif CIR qui permet de récupérer 1,20 € quand on dépense 1 € sur un jeune docteur pour favoriser l'embauche de jeunes docteurs en France pendant 2 ans. À noter que sur le JEI, il n'y a pas la majoration. Donc, vous récupérez autant que pour le personnel. Et
Or, en dehors des projets, sans lien direct avec les projets, on retrouve d'autres dépenses dans le CIR, la normalisation, brevet et veille. Donc, c'est toutes ces dépenses, sauf la veille pour le GUI et net de majoration, que vous pourrez valoriser pour aller chercher et démontrer que vous dépensez au moins 15% des dépenses fiscalement déductibles de votre société sur de la R&D. Très anecdotique et très rapide, il y a aussi un dispositif qui s'appelle Jeune entreprise universitaire, où on remplace le critère 3, le seuil de R&D, par d'autres critères, notamment la détention au moins hauteur de 10% par un étudiant ou des étudiants ou enseignants-chercheurs, une activité R&D principale et une convention conclue avec un établissement supérieur de recherche. Donc c'est un dispositif plutôt pour aider les sociétés qui sont nées d'une innovation qui est créée dans une université. C'est très peu usité pour l'instant, mais néanmoins, c'est intéressant de le connaître. Donc, dispositif JEI, maintenant les avantages. Comme je vous le disais, ce dispositif vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Donc, on a le volet social, dont vous verrez le détail en bas à gauche de cette diapositive. Donc, le dispositif GIE vous permet d'être exonéré de certaines charges patronales, alors pas toutes, mais vous les voyez listées: cotisation maladie, invalidité, décès, vieillesse, allocation familiale, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, on reviendra sur le petit calcul en bas à droite, mais ça correspond à plus de la moitié des charges patronales qui sont à la charge de la société. Donc, le personnel qui est concerné, par contre, c'est le personnel technique qui participe au projet et qui contribue à l'activité R&D de la société pour la majeure partie de son temps. Il y a un double plafonnement sur cette exonération qui est assez rare, qui est difficile à aller chercher pour une jeune entreprise. On a un plafond global sur la globalité des aides qui correspond à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, donc 220 000 euros, et par personne, la part au-delà de 4,5 fois le SMIC de salaire ne fait pas l'objet d'exonération. Ensuite, on a le volet fiscal qui est intéressant, mais qui est amené à disparaître. Je vous en reparle un peu plus loin. Donc, la première année du bénéfice du dispositif JEI, la société peut être exonérée intégralement de son impôt sur les sociétés, donc à 100%. La deuxième année à 50%, et après, plus de réduction d'IS. Donc, ça peut être très intéressant, mais finalement, pour une société en démarrage, une société innovante, c'est rarement un gain énorme, puisque c'est pas sur ces années-là que l'entreprise va gagner le plus d'argent et dégager le plus de bénéfices. On peut aussi avoir une exonération de cotisations foncières des entreprises et de taxes sur les propriétés bâties. Ça se fait pas systématiquement sur le territoire national, c'est à la discrétion des communes. Et si ça vous intéresse, à ce stade, je vous invite à vous rapprocher de votre SIE qui aura la réponse si vous êtes éligible ou pas à ces exonérations. Pour l'exemple en bas à droite, donc l'impact de l'activation donc du CIR et du JEI, parce qu'en général, quand on active l'un, quand on active le JEI, on peut activer le CIR. Si vous avez un chercheur qui vous coûte 50 000 euros brut annuels, vous rajoutez 22 000 euros de charges patronales, donc un total de 72 000 euros de coût du chercheur. Et pour peu qu'il soit employé à 100% sur l'activité R&D, in fine, si vous déduisez l'avantage des exonérations de charges patronales et ensuite du calcul du CIR, il vous coûtera plus que 33 000 euros. Donc, ce que vous voyez en vert, avec la dégressivité sur les avantages JEI CIR. Donc, vous voyez, c'est moins de la moitié de ce que vous coûte le chercheur à l'origine. D'où le grand intérêt d'activer ce dispositif si on y est éligible. Dispositif connexe, qui est intéressant et qui permet d'aider à la levée de fonds les jeunes entreprises. Donc, ce dispositif IRPME ou dispositif Madelin permet à une personne physique, donc soit une personne physique contribuable, soit une entreprise individuelle, de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'elle investit dans une jeune entreprise qui respecte les critères qui sont, vous voyez, avant-dernière ligne, très semblables à ceux de la jeune entreprise. Donc, c'était 18% avant 2023, c'est passé à 25%, ça va encore être augmenté là, c'est pour ça que c'est intéressant et ça permet de faciliter la levée de fonds, tout simplement. Et sachant que les fonds, c'est souvent le nerf de la guerre pour une société en démarrage, surtout une société innovante. Il est borné pour l'instant à la fin 2025
et on a un double plafonnement, donc 100 000 euros par couple d'investissement pour une récupération de 10 000 euros annuels sur une déduction d'impôt sur le revenu. Donc là, notre impôt sur le revenu. Sachant que si vous investissez 100 000 euros, vous récupérez pas que 10 000 euros pour impacter sur les années suivantes le delta qui vous manque. Donc aujourd'hui, il y a eu 80 000 utilisateurs de ce dispositif, ce qui correspond à 500 millions d'euros levés, et on espère, avec les évolutions récentes dont je vais vous parler tout à l'heure, que ça va évoluer. Alors, rapidement, toujours, le rapport Midi, c'est ce qui, quelque part, correspond à la genèse des évolutions qu'on va voir sur le dispositif. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui va se passer, et après, j'en aurai terminé, on pourra passer aux questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a Paul Midi, qui est un député Renaissance de l'Essonne, qui a déposé un- un rapport auprès du gouvernement, un rapport de 60 pages, qui est très intéressant, qui est référencé avec des constats chiffrés très, très intéressants aussi, et au terme duquel il fait 37 propositions de mesures, donc, qu'on a réparties dans 3 blocs. Donc le premier, c'est ce qui est écrit en bas, correspond aux dispositifs jeunes entreprises. Donc c'est celui qui va nous intéresser, je vais le détailler un peu plus après. Il a aussi également parlé de la mobilisation des grandes entreprises, des acteurs institutionnels et le meilleur fléchage de l'épargne des Français. Donc, dans les dispositifs jeunes entreprises, ils souhaitent favoriser l'aide à l'embauche pour ces sociétés qui croulent un peu sous les charges, on ne va pas se le cacher, et également les aider à la levée de fonds. Et on sait, particulièrement chez une extension innovation croissance, que la levée de fonds est plutôt en berne en ce moment. D'ailleurs, on publie régulièrement des baromètres des levées de fonds, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. C'est des rapports qui sont souvent extrêmement riches d'informations. Donc, ce député Paul Midi, dans le bloc qui nous intéresse, il y avait 4 piliers qui correspondaient à différentes propositions de mesures. Donc, on avait un pilier aide à la trésorerie qui n'a pas été retenu dans le projet de loi de finances, donc je vais passer rapidement, et qui proposait une notion de CIR à la source. Vous savez qu'au terme d'une année, quand vous déclarez le CIR à la mi-mai, ensuite vous pouvez demander un remboursement immédiat si vous êtes une PME, et donc in fine, vous touchez votre crédit d'impôt recherche assez longtemps après le début des travaux de la période concernée. Monsieur Midi proposait d'échelonner, un peu comme nous on paye l'impôt au prélèvement à la source, d'échelonner le remboursement du CIR sur l'année. Bon, ça a été refusé. Au niveau de l'aide à l'embauche, donc aide à l'embauche par la réduction des charges de l'entreprise. Donc il y a l'abaissement du seuil R&D, dont je vous parlais de 15%, qui va passer à 10% dès l'année prochaine. L'élargissement du dispositif GEI aux entreprises en croissance, avec encore un abaissement du seuil, et l'exonération sociale sur 12 ans, donc, qui pourrait passer de 8 à 12 ans, selon certaines conditions que je vais vous présenter. On a l'aide à la levée de fonds, donc le dispositif IRPME dont je vous parlais, où contre les 25% actuels, on pourrait passer pour les jeunes entreprises, selon leurs critères, à 30, voire même 50%. Donc vous imaginez 50% d'abattement quand vous investissez dans une jeune entreprise. Ça pourrait avoir énormément de succès comme mesure. Et une aide pour l'accès à la commande publique qui permettrait aux sociétés qui réalisent des prestations pour des organismes publics d'éviter tout le processus d'appel d'offres, de consultation et de mise en concurrence. Donc ici, on a essayé de vous résumer toute l'actualité qui est assez chahutée au niveau du projet de loi de finances, projet de loi de finances qui concerne le dispositif des entreprises innovantes. Le projet de loi de finances 2024, en septembre, donc dans son texte initial, ne comportait rien qui touchait au dispositif jeunes entreprises ou à l'IRPME. Cependant, parmi les amendements Midi qui ont été proposés, 4 ont été adoptés. C'est ceux qu'on vous remet en haut à gauche par l'Assemblée nationale en première lecture et qui permettaient dès 2024 d'abaisser le seuil de 15 à 10% pour toutes les JEI et ensuite dès 2025 de créer deux nouveaux sous-statuts, donc le JEIC et JEIR, Jeune Entreprise Innovante de croissance et de rupture, avec des avantages bien particuliers. On posait également dès 2025 une bonification de l'IRPME, que je vous ai évoqué, et malheureusement une suppression de l'exonération fiscale dès 2024. Donc tout ça, ça a été adopté. Ensuite,
le gouvernement a fait passer le projet de loi de finances en 49.3 via l'article 49.3 de la Constitution, donc en octobre. Heureusement, ont été repris les 4 amendements qui apparaissent maintenant comme 4 articles du projet de loi de finances 2024. Donc, ce que je vous mets en vert clair, donc de l'article 5 des CIS à l'article 5 CIS, ça apparaît toujours, ce qui est une bonne nouvelle dans la mouture actuelle. Et très récemment, et c'est ça qui a rendu difficile l'organisation de ce webinaire, très récemment, 27 novembre, on a le Sénat qui a proposé 3 amendements qui ont été adoptés et qui visaient à supprimer en fait ces nouveaux articles. Par contre, ils ont été adoptés avec avis défavorable du gouvernement. Donc, il y a peu de chances qu'ils soient qu'ils aient in fine un impact sur le projet de loi de finances. Et là, en ce moment, le projet de loi de finances 2024 est en seconde lecture à l'Assemblée nationale, donc il finit sa navette parlementaire. On attend de voir si un nouveau 49.3 sera sorti. Donc, tout ça pour vous dire, en gros, que c'est assez chahuté, c'est controversé, c'est critiqué, c'est discuté, mais à la fin, on a un haut niveau quand même de certitude sur le fait que ces 4 amendements midi seront dans la loi qui passera et qui sera entérinée. Et donc, dernière slide, on vous propose, puisque, comme vous l'avez vu, c'est assez complexe en ce moment, on vous propose une vue d'ensemble de ce à quoi ressemble le dispositif de l'entreprise innovante en 2023, l'état un peu hybride qui sera a priori existant en 2024, et ce que le projet de loi de finances 2024 apportera aussi pour les années 2025 à 2028, sachant que fin 2028, ce sera l'échéance qui sera donnée dans le projet de loi de finances. Donc, on retrouve pour JEI, JEU à gauche les 5 critères que je vous ai évoqués. Et donc, ensuite, quand on progresse vers la droite, on vous a mis l'évolution des critères qui subissent un changement. Donc, vous voyez le JEI, le seul finalement en 2024, critère qui change, c'est le seuil qui passe de 15 à 10%, ce qui, rien que ça, qui peut potentiellement aller jusqu'à doubler le nombre de bénéficiaires du dispositif. Donc, c'est assez énorme. D'ailleurs, le budget a doublé, hein. Parce que finalement, ces 5% vont faire une différence assez énorme. On est toujours sur du 8 ans d'exonération de charges patronales en 2024. Par contre, l'exonération d'IS est terminée à partir de cette année-là. Et l'IR-PME passe sur le taux d'abattement de 25 à 30% avec un plafond de versement qui est aussi élevé. Donc, vous voyez, on espère que les levées de fonds vont progresser dès l'an prochain. Et l'accès au dispositif achat innovant dont je vous parlais, qui sera aussi valable à partir de 2024. Et en 2025, c'est là où finalement ça évolue de manière assez significative. On a 2 nouveaux statuts qui apparaissent. La JEIC, c'est pour croissance, et JEIR, donc la jeune entreprise innovante de croissance. On ne connaît pas encore les critères qui permettront de qualifier ou non une jeune entreprise innovante de croissance. Ce sera probablement sur l'augmentation de l'effectif ou du chiffre d'affaires, etc. Donc ça, on attend le décret d'application. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le seuil pour ces entreprises sera abaissé jusqu'à 5%, le seuil des dépenses R&D à valider. Donc vous voyez, encore plus de sociétés potentiellement éligibles. Ce sera toujours à 8 ans pour l'exonération de charges patronales et 30% l'abattement sur l'IR. Et la JEIR, donc jeune entreprise de rupture, qui désigne les deep tech, pour lesquels on attend aussi peut-être des informations complémentaires, mais a priori, on pourra qualifier une jeune entreprise innovante de JEIR si son seuil de dépenses R&D dépasse les 30%. Donc, si finalement la dépense R&D devient importante au regard des dépenses globales de la société. Et deuxième critère intéressant, c'est que pour être JEIR, finalement, le critère de nouveauté passe de la nécessité d'avoir une société créée il y a moins de 8 ans à moins de 12 ans. Donc, si la société est principalement axée sur la R&D, elle peut bénéficier du statut jeune entreprise innovante plus longtemps. Ce qui est intéressant, donc vous voyez en dessous le fameux 12 ans, et encore plus aidée par la levée de fonds, la JEIR, puisque c'est elle qui bénéficiera de l'abattement pour ses investisseurs privés individuels de 50%. Donc, ce qui devrait fortement accélérer l'innovation en France. Voilà. Donc, la présentation était assez dense. Je vous remercie de votre attention et je vous propose sans tarder de passer aux réponses aux questions.
Alors oui, merci Adrien. Il y a eu une seule question pour l'instant de poser, une question qui comportait finalement plusieurs points que tu as finalement déroulés au fur et à mesure de la présentation. Donc je peux essayer de les reprendre. Je ne sais pas si donc c'est Samuel Daniel qui a posé la question, qui se demandait du coup s'il y avait un intérêt à être VEI quand on ne paye finalement pas d'impôts. Et donc j'ai rappelé ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est surtout le volet social qui est intéressant et qui représente le plus gros budget. Et c'est d'ailleurs pour ça que le volet fiscal, finalement, va être retiré pour les entreprises créées à partir de 2024, puisque finalement, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. C'était pas, en fait, ce que cherche l'État avec ces dispositifs de fiscalité, c'est de donner une incitation à faire de la recherche. Donc, quand le dispositif est peu utilisé, puisqu'il n'y a pas de budget associé, c'est que finalement, il n'est pas forcément efficace. Et c'est pas qu'il n'est pas efficace, mais la plupart des JEI, c'est ce que je rappelais à Samuel, la plupart des JEI n'ont quasiment pas de bénéfices les 8 premières années. Et c'est pourquoi en 2022, le volet fiscal était passé à 11 ans. Je ne sais pas si les personnes qui connaissent un peu le dispositif se rappellent de cela, parce qu'un député avait posé un amendement constatant que ce serait mieux que le volet fiscal soit sur 11 ans. Ça laisserait le temps aux entreprises à faire un peu de chiffre d'affaires et vraiment, concrètement, bénéficier du statut JUI et du volet fiscal. Et finalement, ça a été retiré en 23. Donc, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que les entreprises qui ont été créées en 22, elles ont 11 ans de volet fiscal. Celles qui sont créées en 23, elles vont avoir 8 ans de volet fiscal. Et celles créées en 24, ben, rien du tout. Voilà, c'est comme ça que ça se définit aujourd'hui. Voilà. Il y avait une autre question où il demandait si c'était cumulable, mais ça, tu es revenu aussi dessus. Bien sûr, le GUI avec le et CIR. CIR sont cumulables et tu l'as montré. On obtient un coût net de 33 par rapport à un coût initial de 72. Voilà. Ok. Ouais, je déroule les questions aussi en parallèle, mais c'est vrai que Vas-y, je j'ai t'en prie. apporté des réponses à toutes, hein. Donc, on n'est pas obligé de demander le statut, mais c'est fortement recommandé de déposer un dossier de rescrit. Vous pouvez vous autoproclamer JEI. Euh, euh, donc là, c'est cumulable, bien sûr. Donc la société n'a pas prévu de revenus. Donc, comme l'a dit Véronique, c'est vraiment sur l'exonération des charges patronales que c'est particulièrement intéressant d'activer ce dispositif, jeune entreprise innovante, surtout qu'on peut le cumuler avec le crédit impôt recherche. Et ça, il y a aucune société en France qui peut esquiver le paiement de ces charges-là, qui sont assez lourdes, hein, pour une société. Donc, j'ai vu un point d'interrogation, GEIR égale Deep Tech. Alors oui, dans les textes, c'est l'objectif que ça veut prendre. Euh, Après, on sait que si on dépasse les 30%, ce qui est pour l'instant la seule contrainte qui est communiquée, on n'est pas forcément une Deep Tech. On attend de voir toujours le décret d'application qui pourra apporter des critères complémentaires. Là, c'est vraiment en cours de discussion, hein. On n'est pas au bout de la navette. D'ailleurs, moi, je vous invite à suivre sur LinkedIn la page Inextenso Innovation Croissance, puisqu'avec Véronique, on publie assez rapidement en général quand il y a quand il y a des évolutions législatives sur les différents dispositifs fiscaux. Euh, Ensuite, si tu vois d'autres questions, Véronique, n'hésite pas, parce que c'est vrai Alors, qu'il il y a une y en a question beaucoup. sur le fait. Alors, attends. Oui, parce qu'en fait, je ne les voyais pas apparaître au fur et à mesure. Elles viennent de m'apparaître d'un coup. Donc, Ah, désolée, j'ai surtout répondu à la question de Samuel. En cas de refus d'un dossier JEI, avis défavorable, est-ce qu'on peut le resoumettre? Si oui, dans quel délai? Normalement, vous ouais. avez le droit à une version 2, effectivement. Vous avez le droit à une version 2. C'est aussi précisé dans le guide du ministère que, en gros, Ouais. si votre dossier est refusé, vous pouvez quand même vous autoproclamer JEI, mais avec le risque d'être redressé en cas de contrôle. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas d'activer le dispositif, mais vous n'êtes pas rassuré, vous êtes même plutôt à l'inverse, dans de mauvaises conditions, hein, pour l'activer. De Donc nous, toute façon, on vous quand on conseille demande de un faire la deuxième rescrit, version. voilà, on s'expose à, pas Un qu'à refus. l'administration, au ministère de la Recherche qui forcément va regarder le dossier. Et les points d'accroche sont surtout sur le dossier technique dont tu as très bien rappelé les critères, Adrien. C'est surtout là-dessus qu'il faut en général se battre. Il y a une autre question qui est connexe qui demande si finalement il y a besoin de faire 2 rescrits, si on en fait déjà un sur la JEI. Pour l'exercice concerné, si vous avez un accord formel sur votre projet de recherche qui est le même que finalement celui sur lequel sont assis les dépenses que vous exposez dans le CIR, si c'est le même
même projet et que vous avez un rescrit JEI sur le projet, sur l'exercice dans lequel vous demandez du CIR, il est opposable à l'administration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de cumuler les deux rescrits. Ça vous apporte même une garantie aussi sur le dispositif crédit impôt recherche. Et, Par contre, si c'est un accord tacite, pardon, s'ils n'ont pas répondu dans les 3 mois, bien sûr. un accord tacite, bon, c'est un accord, par rapport à l'URSSAF, ça passera pour les cotisations, mais par contre, pour l'éligibilité du projet, c'est l'accord formel qui sera opposable à l'administration. Voilà, donc j'ai envie de répondre à la question plus précisément. Si rescrit JEI, accord tacite obtenu, à ce moment-là, il vaut mieux déposer un rescrit CIR aussi, mais de toute façon, il aurait fallu le déposer avant, parce que c'est 6 mois avant la date de dépôt du CIR, alors que finalement, le JEI, c'est avant la date de l'alias. Donc parfois, on dépose le rescrit JEI un peu après celui du CIR. Donc vous voyez, ce que je dis, ce serait avec 1 an de décalage. Il faut bien avoir en tête voilà, qu'un rescrit, c'est super si on a l'accord formel. Par contre, s'il est rejeté après même une version 2, eh ben, il vaut mieux faire ni JEI ni CIR, quoi. Voilà. Parce que nous, on a eu des cas où l'administration fiscale nous opposait le rescrit JEI non obtenu sur du CIR. Voilà. Donc, ça reste opposable, que ce soit oui ou non. Voilà, donc si vraiment vous déposez un dossier de rescrit JEI, on vous recommande de le border au maximum, de le travailler et de le rendre le plus robuste possible pour qu'il passe du premier coup, bien sûr. Ça vous évite de vous exposer à des risques qui peuvent être évitables. Et j'ai 2 questions très pointues sur les dépenses. Je ne sais pas si tu y as répondu dans le Non, vas-y, chat, j'ai juste Véronique. répondu à la première question, en fait. Donc pour le matériel, est-ce que ça peut être du leasing? Donc ça, c'est sur la dépense de matériel. C'est les dotations aux amortissements. Donc c'est soit du matériel qui est acheté par la société à l'état neuf et qui est amorti, soit du crédit bail, ça passe, mais le leasing, dans sa définition stricte, n'est pas éligible. Si ça répond à votre question, n'hésite pas, Véronique, si tu veux amender, hein. Ok. Et dépenses éligibles, oui, dans le JEI, il faut que les personnes participent dans la majeure partie de leur temps à la R&D. Si quelqu'un participe 2%, on ne pourra pas bénéficier d'exonération de charges patronales. Oui, parce qu'en fait, il faut que les personnes pour lesquelles vous faites les exonérations, leur activité principale soit la R&D. Et le texte de loi s'arrête là. Par contre, ensuite, il y a une directive à cause, donc plutôt liée à l'URSSAF en 2015, qui a expliqué que finalement, comment pouvoir estimer qu'une activité est principale. Ils ont proposé de dire que si une personne est à 50% sur des projets de recherche dans une entreprise, alors oui, c'est la preuve qu'elle est en activité principale. Mais il ne s'agit pas d'un texte officiel. Toujours est-il que nous recommandons, nous aussi, effectivement, à nos clients qui sont GUI de faire en sorte que d'exonérer que les personnes qui effectivement pointent 50% de leur temps. Alors après, c'est un peu plus faible pour les mandataires sociaux, mais effectivement, voilà, on recommande, mais c'est vrai que ce n'est pas issu de, comme disait Adrien, de tous les textes légaux. C'est une directive qui avait ensuite été retirée, donc, mais bon, ça reste quand même un peu comment dire, une espèce de consensus dans la profession. L'ensemble des cabinets, voilà, on dit bien qu'effectivement, il faut pouvoir pointer 50%. Et pour aller plus loin aussi, vous pouvez très bien faire du CI aussi, hein, quand vous êtes JEI et CIR, mais effectivement, il ne faut pas être, voilà, si dans votre CI, vous avez des gens qui sont à plus de 50% tout CI, mais qui sont exonérés, c'est louche. Donc, je vous recommande d'être assez, assez vigilant lorsque vous êtes sur l'ensemble des dispositifs. Que l'un ne vienne pas annihiler l'autre, en fait. Voilà. Alors, il y avait une question aussi sur JEU cumulable avec JEI. Bon, je dis pas que j'avais pas envie de, voilà, je dis pas que c'est l'un ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que si JEU, c'est quand il y a un actionnariat de l'étudiant ou du chercheur à l'origine de la technologie. Donc, quand vous êtes une entreprise qui développe un seul projet par rapport à de la recherche menée avant dans le public, bah, vous serez plus facilement JEU. Après, les bénéfices sont les mêmes, hein, volet social, volet fiscal. C'est vrai que obtenir si on a les conditions d'être JEU, c'est plus facile à obtenir parce que vous n'avez pas votre projet de recherche à rédiger. Il s'agit juste de fournir la convention avec l'organisme public et expliquer que votre activité, c'est de valoriser finalement des travaux de recherche et la recherche fondamentale qui a été faite au préalable dans l'organisme public. Donc, il est plus facile d'obtenir le statut JEU, en termes de paperasse.
administrative, j'ai envie de vous dire. Et en plus, on ne passera pas devant l'expertise ministère sur le projet. Voilà. Donc voilà, c'est pas que c'est le problème est cumulable, c'est que c'est l'un ou l'autre par rapport à vos critères et qu'il sera plus facile d'obtenir la JEI, il y a moins de paperasse. JEU, pardon, il y a moins de paperasse. Je ne sais pas si on a fait toutes les questions. Une question, jeune docteur égale Il y en postdoc a ou des nouvelles. doctorant. C'est quelqu'un qui a un doctorat. Un C'est jeune une docteur. personne qui a eu un doctorat et qui réalise son premier CDI depuis son doctorat. Donc, s'il est en postdoc, en général, c'est un CDD, il ne peut pas être jeune docteur. Mais s'il a enchaîné les postdocs et quelques années plus tard, ou beaucoup d'années plus tard, il fait son premier CDI, il est considéré comme jeune docteur. Donc, c'est pas forcément une personne jeune, c'est Voilà. vraiment la notion de premier CDI après l'obtention de la thèse. C'est comme la JEI, quoi. C'est jeune entreprise innovante. Le jeune, on est sûr, hein, puisque c'est moins de 8 ans. Innovant, c'est moins sûr, puisque c'est plus de la recherche. Par contre, jeune docteur, c'est le jeune où on est moins sûr. C'est sûr qu'il est docteur, mais jeune, pas forcément, parce que son premier CDI, il peut l'avoir eu à 40 ans. Voilà. Donc, parfois, on a des jeunes docteurs assez âgés, et il faut savoir que c'est un statut qui dure 2 ans. Voilà, dans une entreprise qui déclare du CIR. Alors, je vois qu'on a quelques dernières questions qui apparaissent au fil de l'eau. C'est combien pour les mandataires sociaux? Donc, je pense que vous parlez des dirigeants qui sont donc les dirigeants salariés, c'est facile, il n'y a pas de traitement particulier. Des travailleurs dirigeants non salariés, donc vous pouvez toujours prendre la rémunération de dirigeant pour peu qu'ils travaillent, qu'ils œuvrent sur les projets de R&D, bien sûr, pour aller apprécier la dépense R&D. Par contre, s'il n'est pas assujetti aux différentes charges patronales pour lesquelles on a des exonérations, vous ne pourrez pas bénéficier de ce pan-là. Y a-t-il des avantages lorsqu'on finance un doctorant et pas un postdoc? Alors, le doctorant, il y a un avantage, hein, puisque déjà, il est souvent éligible pour pratiquement tout son temps au crédit impôt recherche. Et en plus, vous bénéficiez de la subvention ANRT si c'est une thèse CIFRE. Je ne sais pas si dans votre exemple, c'est une thèse CIFRE. Et à la fin, vous pouvez cumuler, c'est-à-dire, on vient prendre le coût du doctorant, on soustrait la thèse CIFRE, parce que vous ne pouvez pas récupérer des crédits d'impôt sur des dépenses que ne supporte pas la société, et vous récupérez les crédits impôt recherche sur ce qui reste. Donc, c'est particulièrement intéressant, hein. Ouais, c'est ça, ANRT pour les testifs, 14 000 euros par an. Donc, on prend le Ouais, coût du c'est ça. doctorant, moins 14 000 euros, et on va chercher en gros 43%, si vous vous rappelez, du taux du coût qui reste du doctorant. Le mieux, c'est Euh, d'avoir le doctorant et ensuite de l'embaucher en tant que jeune docteur. ah Sur ben, ça 5 ans, c'est ça vous sûr. fait un sacré bénéfice, enfin, un sacré intérêt. En gros, il ne vous aura rien coûté sur 5 années. Puisqu'il Il y y a a le quelqu'un. 120% sur le CIR pendant 2 ans, et puis il y a 80% en tant que doctorant avant en CIFRE. Et donc, sur le cumul sur 5 années, on avait fait le calcul une fois, on pourrait vous le mettre à disposition. En gros, sur 5 années, finalement, il coûte zéro, Et j'ai grâce une au double question. bénéfice à NRT CIR. Pardon. J'ai une question sur est-ce que, alors, si on est GEI avec un accord formel mais pas rescrit CIR, et qu'on a déjà eu un remboursement immédiat sur 2 ans d'exercice, est-ce qu'il est conseillé de faire quand même un rescrit CIR? Donc le rescrit JEI, finalement, on peut le déposer tous les ans, parce que il faut respecter les critères tous les ans. C'est-à-dire que vous pouvez être JEI pendant 2 ans, puis une année ne plus l'être, parce que vous passez sous les 15%, par exemple, et le redevenir. Donc on vous conseille de le déposer au moins une fois pour avoir la certitude que vous êtes éligible. Ça vous rassure sur Sur le projet. l'indépendance, ouais, les critères de réelle nouveautés, etc. Pourquoi pas. Après, si vous avez une méthodologie finalement vous reprenez la méthodologie du dépôt du dossier pour recalculer vos dépenses R&D, en théorie, vous avez quand même un bon niveau de certitude que vous êtes toujours GEI. En ce qui concerne le rescrit CIR, parce que ça existe aussi, ça vous permet de valider l'éligibilité d'un projet auprès de l'administration fiscale qui fait appel au ministère de la Recherche. Ça, en fait, vous pouvez en déposer un par projet. C'est-à-dire, si vous avez 10 projets dans l'année concernée, vous allez commencer 10 projets, vous pouvez poser 10 demandes de rescrit, hein. C'est possible. Nous, on le fait de moins en moins parce que ça fait forcément appel au ministère de la Recherche. Et en face, c'est des experts du ministère qui vont lire le dossier. Et c'est des personnes. Donc, on a des gens qui sont plutôt sympas et qui vont accepter le dossier. Il y en a d'autres qui sont très tatillonnes, qui vont demander beaucoup d'éléments complémentaires et ça peut prendre énormément de temps. Et au final, ça peut constituer plus un risque de déposer un rescrit CIR. C'est ce qu'on voit dans la pratique, hein, même si dans les textes, c'est censé dérisquer le sujet, plutôt que justement dérisquer le sujet. Donc, attention.
Si c'est un projet pour lequel vous avez une forte incertitude et qui a des gros enjeux pour votre société, ça peut être intéressant, mais on vous recommande pas de systématiser le dépôt de dossiers rescrits CIR pour vos projets. Euh, Il y a une alors, question, Adrien, sur le allez-y. fait, je pense que c'est par rapport à cette histoire de volet fiscal, à partir de, voilà, c'est parce que c'est vrai, comme on dit il n'y a plus de volet fiscal en 2024, encore une fois, c'est pour les entreprises créées après le 1er janvier 2024. Donc, si vous avez déjà été créé en 2023, oui, vous aurez le droit au volet fiscal, tel que le texte est écrit pour l'instant, hein, parce qu'après, bon, bah, évidemment, on a encore jusqu'au 31 décembre hein, pour voir des modifications du texte. Mais en l'état, effectivement, si vous avez été créé en 23, vous aurez 8 ans de volet fiscal. Donc, vous comptez, en fait, création 2023, vous avez jusqu'à 2030, donc fin décembre 2030, pour appliquer les 100% et les 50% sur vos 2 premiers exercices bénéficiaires. Est-ce qu'on rate des questions? J'ai l'impression qu'on en a couvert beaucoup. Pour réduction de l'impôt sur le revenu, faut-il 2 emplois, un mandataire et fiche de paie plus un salarié ou 2 vrais salariés? Non, la seule participation du mandataire, hein, ça peut constituer du temps de personne sur un projet, donc ça peut suffire à vous permettre d'activer le dispositif Jeune entreprise innovante, pour peu que ce soit une participation réelle et que le projet relève vraiment de la R&D. Quid des FCPI qui adressaient les JEI? Qu'est-ce que le critère structure d'investissement comme modalité de détention du JEI? Donc là, j'aimerais apporter une réponse précise. La structure d'investissement, ça peut être des fonds capital risque, etc. C'est un sujet, si vraiment c'est d'intérêt pour vous, n'hésitez pas à nous recontacter, on pourra le creuser ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas défini clairement dans la législation, sauf si Véronique, tu as des infos dont je ne dispose pas. Non, il y a des SIE qui sont hyper pointilleux là-dessus, il y en a d'autres qui le sont moins. Moi, j'ai eu des dossiers rejetés sur le même fonds, alors que acceptés par d'autres SIE. Alors, je devrais pas le. Voilà. Par contre, on ne peut pas, s'il ne s'agit pas de jurisprudence, on ne peut pas utiliser un cas pour en faire passer un autre. Donc, il y a des SIE, effectivement, qui vont très, très loin dans le texte. Donc là, après, on peut aussi, nous, on est accompagné par un avocat fiscaliste. Donc, dans ces cas-là, on se fait aider aussi, hein, parce que c'est quand même des sujets très épineux. Mais il faut vraiment étudier au cas par cas. Donc là, si vous avez des questions précises, il faudrait nous contacter par ailleurs, quoi. Voilà. Et je rebondis sur une remarque d'Amina. Dommage, vous êtes passé très vite sur IRPME. Il fallait. Ouais, on a dû faire des choix vu le format. Et c'est vrai que rien que Jeune entreprise innovante actuelle, on aurait pu y passer une demi-heure. Crédit Impôt Recherche aussi. IRPME à lui seul une demi-heure. Mais on a essayé de vous familiariser avec toutes les notions, les dispositifs et leurs interconnexions. C'est ça l'objectif, hein, c'était de vous permettre d'estimer si vous n'êtes pas du tout éligible ou s'il y a un potentiel. Et là, ça sera soit à vous de jouer, soit on vous invite bien sûr à nous contacter. Nous, on peut vous accompagner, c'est notre métier. Mais l'idée, c'est de vous familiariser à ces notions et de vous pousser donc peut-être à activer ces dispositifs hein, qui sont quand même assez généreux. C'est une chance de les avoir en France. Et ce serait dommage de passer à côté, que vous appreniez leur existence après votre neuvième ou plus année d'existence. Alors pour Amina, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez les poser. C'est vrai qu'on est passé un peu vite. C'est quoi l'IRPME? En gros, c'est l'épargne salariale des Français, hein, qui fait 5 000 milliards quand même. Et quand on voit finalement le peu qui a été levé grâce à cette épargne et l'IR-PME, ça représente 500 millions. D'accord? Donc on a levé en France 500 millions l'année dernière, alors qu'il y a 5 000 milliards d'épargne française. Et donc c'est pour essayer de rediriger tout cet argent de l'épargne française vers les entreprises innovantes pour les aider finalement à lever des fonds. D'accord? Et donc, c'est pour ça que M. Midi, dans son rapport, il explique qu'il a analysé tout ce qui se passait en Angleterre. En Angleterre, il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de business angels, qu'ils ont levé bien plus de fonds que nous, alors qu'il n'y a pas de raison, hein, on pourrait en lever autant. Et le dispositif anglais, il est basé sur une incitation plus forte. Ce n'est pas l'IRPME, ça ne s'appelle pas pareil, mais c'est le même système. Donc, c'est pour que les Anglais, quand ils déclarent leurs impôts, s'ils investissent dans une entreprise, à ce moment-là, ils peuvent avoir un abattement. Et cet abattement, il est bien plus élevé que celui en France. Et c'est pour ça que le dispositif MIDI est à cheval sur l'IRPME et la JEI pour vraiment aider à lever des fonds.
Et c'est pour ça qu'en mettant à 30 et à 50%, bah, on pense que finalement, plus de Français vont investir, puisque obtenir 18% sur un capital risqué, c'est pas génial. Par contre, obtenir 50%, par exemple, pour les JER, qui sont en fait les anciennes JEU, hein, tout simplement, mais sur 12 ans d'exonération sociale, bah, c'est ça qui est intéressant. Et ça devrait voilà, favoriser le transfert de l'épargne des Français vers les numéraires des entreprises innovantes. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'après, nous, on n'est pas, voilà, on est, avec Adrien, on est expert voilà, en innovation, en projet, en fiscalité. C'est vrai que cette IRPME, je ne vous le cache pas, je ne m'étais pas forcément intéressée avant, même si on a quand même enfin, chez l'UIC, tout le volet sur la levée de fonds, voilà, puisque voilà, ça fait partie aussi de nos missions journalières. Mais c'est vrai que là, le fait de le rediriger directement vers la JEI et la JEIC, la JUR, ça, c'est vraiment, ça devient vraiment intéressant de connecter tout cet ensemble, comme l'a dit Adrien, quoi. Voilà. Merci Véronique. Et dernière question que je vois, et après je vous Oui, propose d'en rester là. On vous enverra la présentation avec, on rajoutera une ou deux slides avec les réponses aux questions qu'on a pu voir qui intéressaient le plus de monde. Et vous aurez nos coordonnées euh, à cette occasion. Donc le mandataire est obligatoirement une personne physique, ou si le président est en SASU, ça peut aller, point d'interrogation. Donc je suis pas sûr de bien comprendre. Il faut que la personne, le coût de la personne soit supporté par la société. C'est-à-dire que si alors je sais pas s'il y a une relation entre les dossiers sociétés, si le président est salarié par exemple du SASU en holding qui détient la société, etc. Mais là, finalement, on ne pourra pas apprécier son salaire, si c'est le cas, dans les dépenses de personnel. Si le président, si c'est le président en SASU, c'est forcément ça, hein, c'est d'une société holding. Il y a des dispositions, mais là on rentre vraiment dans du détail fiscal, je pense que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais on peut mettre en place une convention de mise à disposition entre la SASU qui emploie le président et la société en dessous. Ça, c'est possible. Ça passe en dépenses de personnel. On peut le valoriser, mais ça demande un formalisme réglementaire qui est assez important. Donc, mise en place d'une convention, un avenant peut-être au contrat de travail du président, même si en général ça se fait assez bien puisque le président décide pour lui-même, et une refacturation qui se fait à l'euro entre la société et sa holding. Voilà, donc il faut que le président il a un profil de chercheur aussi qui participe à la technique du projet. Donc c'est assez complexe, c'est pas simple à faire passer, si j'ai bien compris votre question. C'est pas impossible non plus. Ça mérite d'être creusé une question comme ça. Voilà, merci Clotilde. Vous avez déjà nos coordonnées dans le chat, le dernier mail, le dernier message de Clotilde Dulin. Merci à tous pour votre participation, votre attention, pour les questions qui sont intéressantes. On voit que ça suscite des réactions. Certaines personnes auraient aimé en savoir plus, etc. Donc nous, on est toujours à votre disposition si vous souhaitez approfondir ou être accompagné sur ce sujet, sujet Jeune Entreprise Innovante, Crédit Impôt Recherche ou d'autres. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Au nom de toute l'équipe Une Extension Innovation Croissance, on vous souhaite une excellente après-midi et on espère à bientôt. Au merci revoir à à tous. tous. Au revoir.